Mon nom est Jacques Blamont, je suis né à Paris. J'ai été ancien élève de l'École normale supérieure. À 30 ans, j'ai été nommé professeur à l'Université de Paris. Et à ce moment-là, on m'a demandé de m'occuper du programme spatial français de l'année géophysique Vous avez internationale. vécu le début du développement du programme spatial français et européen. Pouvez-vous nous faire part de ces débuts, notamment après les années 50-60? Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y avait à peu près rien en France, sauf ce laboratoire, le LRBA, laboratoire de recherche balistique de l'armée, qui avait développé la Véronique. Alors, la Véronique était une fusée très simple et très intelligente. Et alors, comme toute fusée sonde, elle montait, elle redescendait. Euh, Quand je suis arrivé à Paris, quand j'étais nommé professeur, on m'a demandé donc de m'occuper du programme spatial, c'est-à-dire trouver quelque chose à faire pour ces 15 Véroniques de l'année géophysique qui, pour laquelle il n'existait aucun programme d'utilisation. Nous étions au moment de Spoutnik, c'est-à-dire octobre 57, l'année géophysique devait commencer tout de suite et il n'y avait rien. Alors, il n'y avait personne qui s'y intéressait, il n'y avait aucun scientifique français, c'était le vide. Alors, on m'a demandé de m'en occuper et j'ai proposé des expériences qui ont été acceptées. Les expériences, c'était l'injection de nuages de sodium qui ne nécessitait aucune télémesure à bord, car nous n'avions pas de télémesure. C'était très facile, même pas seulement télémesure, électronique. Il n'y avait pas d'électronique, le sodium était éjecté dans l'atmosphère, il formait des nuages visibles, on opérait au crépuscule, au moment où le fond du ciel est très obscur. Et donc, c'était très important parce que ça nous permettait de mesurer le profil vertical des vents depuis 100 km jusqu'à 200 km, qui était complètement inconnu. Et j'ai proposé aussi d'utiliser les nuages de sodium pour faire la mesure de la température qui était inconnue. Ces tirs ont eu lieu avec succès en mars 59 et il y en a eu 3 qui ont été tirés en mars 59 à Amaguir. Amaguir, c'était un champ de tir militaire qui avait été dont la construction avait commencé en 1949 et qui jusque-là n'avait eu aucune activité spatiale. Véronique qui n'avait encore jamais été tirée, jamais, pas une seule fois, et devait être la colonne vertébrale d'un programme. Alors évidemment, ils ont été très contents de me trouver avec une idée, et surtout une idée qui a réussi et qui a obtenu beaucoup de résultats scientifiques très intéressants, et de sorte que ça a lancé le programme, et la presse en a beaucoup parlé, Paris Match en couverture, enfin ce genre de choses. Et donc, ça a amené l'utilisation dans ce même genre d'opération des fusées restantes. Alors, ce qui a été important en dehors des résultats scientifiques, c'est que le gouvernement français a été convaincu que la France disposait de connaissances dans le domaine des fusées. Et ça a été beaucoup grossi par la presse, de sorte que les responsables politiques français étaient convaincus qu'on était très bons. En réalité, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait juste ces fusées qui étaient une sorte de tuyau de poêle qui marchait très bien, mais malgré tout, il n'y avait rien autour. Je vous l'ai dit, il n'y avait pas de télémesure, il n'y avait pas de connaissances électroniques nulle part. Donc, ça a été un succès et je suis passé du coup pour un génie. Et lorsque la conséquence des tirs de Véronique, ça a été, je crois que c'est ça qui a joué un rôle important dans l'esprit du général de Gaulle, qui, 3-4 mois après
le tir a décidé que la France doterait d'un vecteur balistique pour la force de frappe, c'est-à-dire porteur d'une bombe atomique. Alors, pour faire ça, le général de Gaulle a créé un organisme qui s'appelait la CEREB. La CEREB, je crois qu'il n'y a plus personne de vivant. C'est dommage parce qu'ils sont très intéressants. Ils pourraient vous intéresser. La CEREB avait comme objectif de mettre au point un lanceur balistique Paris-Moscou de 3000 km. Mais alors, quelques ingénieurs de la CEREB ont découvert qu'avec ce programme, ils pouvaient lancer un satellite. Ce qui était impensable, personne ne pensait qu'il y avait d'autres pays que l'Union soviétique et les États-Unis qui pouvaient le faire parce que c'était tellement compliqué, cher et difficile. Mais là, les gens de la CEREB ont convaincu le ministre, qui a convaincu le Premier ministre, qui a convaincu le général de Gaulle, qu'avec leur fusée, on pouvait mettre quelques dizaines de kilos en orbite. Alors en 1961, le général de Gaulle a décidé que, effectivement, on allait faire, à partir des fusées de la force de frappe, on ferait un lanceur non plus balistique, mais orbital, c'est-à-dire qui s'est appelé Diamant. Mais alors, pour accompagner... Dans la lignée des pierres précieuses développées... Voilà, c'est ça. Le diamant était l'un des pierres précieuses, c'était une extrapolation des pierres précieuses. Et son moteur, son premier étage ressemblait beaucoup à une Véronique, mais en général, c'était beaucoup plus sophistiqué. Et pour accompagner ce programme spatial, qui était vraiment une innovation profonde, ils ont décidé de créer un organisme qui était le CNES. Et donc les deux décisions ont été prises le même jour, en même temps. La France lancerait des satellites, et pour l'aider, c'était la CEREB qui devrait lancer les satellites, mais autour de ce programme, il y avait un nouvel organisme qui s'occupait de tout l'aspect spatial, qui était le CNES. Et comme je vous dis, j'avais acquis une certaine réputation, on m'a demandé d'être le premier directeur technique et scientifique du CNES. Donc, je me suis trouvé devant le vide, il n'y avait rien du tout. Il fallait construire des satellites, des stations de poursuite, une communauté scientifique. Et donc, ça a été ma tâche pendant 10 ans. À partir des années 60, bien entendu. De 1962 jusqu'à 1972, je suis resté directeur scientifique et technique. Après ça, je suis devenu conseiller du président.